Merci. Donc, je m'appelle Bernard Nicolas, je suis journaliste, réalisateur, et il m'arrive de temps en temps de commettre quelques livres liés à mes enquêtes. En réalité, les lanceurs d'alerte existent depuis très longtemps. En tout cas, dans mon parcours professionnel, j'en ai croisé très fréquemment, et ils ont été tous et toutes euh, à l'origine de certaines de mes enquêtes. Je me souviens, par exemple, voici une trentaine d'années, ça ne me rajeunit pas, j'enquête sur l'affaire du sang contaminé avec une consoeur, hélas aujourd'hui disparue, qui était de grande qualité, qui s'appelait Anne-Marie Casteret. Et nous enquêtions ensemble sur cette affaire jusqu'au jour où on a rencontré un monsieur, un médecin, qui nous a livré un document essentiel qui était celui qui prouvait que le Centre national de transfusion sanguine tentait d'écouler des stocks qu'il savait contaminés par le VIH. Et c'était pour nous un lanceur d'alerte. À l'évidence, tout au long de mon parcours professionnel, des lanceurs d'alerte ont été pour moi des sources d'informations. J'avais toujours un principe qui était de leur dire, OK, vous me racontez votre histoire, je la trouve très forte, poignante, voire même bouleversante, mais qu'avez-vous à me donner pour prouver tout ce que vous venez de me dire? C'est ce qui est arrivé il y a plus d'une dizaine d'années avec un ingénieur d'Orange France Télécom, il s'appelle Vincent Talaouit, et il me raconte la façon dont il a failli se donner la mort après des années de rejet, d'humiliation, où on a tenté de le faire partir, de le briser, comme c'est arrivé à beaucoup d'employés de cette société, Orange France Télécom. Et je lui ai dit, mais comment peut-on étayer ce que vous venez de me dire? Moi, je ne peux pas démarrer une enquête sur votre seul témoignage. Et il s'est baissé, et il avait 20 kilos de documents qu'il m'a déposés sur mon bureau. Et c'est là que j'ai découvert les méthodes de management à la Schlag pathogènes au sein d'Orange France Télécom, avec des outils de formation absolument scandaleux et qui, à mon avis, ont été des faits aggravants pour la condamnation de Lombard et de ses deux acolytes dans les procès en première instance et plus récemment en appel. Donc à partir de là, mon enquête a commencé. Tous ces gens que j'ai rencontrés dans différentes affaires, je leur disais toujours, attention, la médiatisation n'est pas un gilet pare-balles. Il est possible que ça vous serve parce qu'on ne va peut-être pas oser vous attaquer au sein de votre entreprise, mais faites très attention. Avec une amie, nous avons créé un site qui s'appelait Passeurs d'alerte. Et on avait contacté un certain nombre de gens, et puis des gens sont venus spontanément vers nous, nous raconter leur histoire. Tous avaient bien morflé. C'est-à-dire au sein de leur entreprise, ils avaient été humiliés, écartés violemment, menacés de licenciement. Ils avaient pris des risques énormes pour faire sortir une information. Ils avaient souvent des problèmes d'éthique. Je pense ici, par exemple, à quelqu'un dont vous connaissez peut-être le nom, qui s'appelle James Dunn. James Dunn, il travaillait dans une société qui s'appelle Cosmos, et James Dunn s'était aperçu que sa société technologique vendait à des dictatures syriennes et libyennes des outils de surveillance de masse. En interne, il est allé voir ses patrons en disant mais c'est pas possible, il faut arrêter, etc. Donc on lui a dit tu as raison, on va arrêter. Évidemment, ils n'ont jamais arrêté, et c'est au bout d'un processus d'alerte en interne qu'ensuite il a décidé de médiatiser cette affaire. Il a commencé à en parler,
Et alors là, ça a été une avalanche de, comment dirais-je, d'actes répressifs au sein de l'entreprise. Il a été finalement viré et il s'est retrouvé sans le sou. Et il n'a tenu le coup jusqu'à ce que les prud'hommes, 3 ou 4 ans plus tard, lui donnent raison. Il a été aidé financièrement par le club des abonnés de Mediapart, qui l'ont tenu hors de l'eau pendant toutes ces années. Récemment, il m'a envoyé un petit message, parce qu'on est resté en contact, puisque la maison mère de Cosmos, qui s'appelle Amésis, a été condamnée tout récemment pour complicité de torture, notamment dans ces pays-là, Syrie et Libye. Pour moi, les lanceurs d'alerte, ils ont toujours été très précieux. Et tout au long de mes 30 ans de métier, j'ai essayé de ne pas trahir le message qu'il voulait faire passer, parce que quand un lanceur d'alerte se lance, il veut faire passer un message. J'en ai croisé au début de l'année 2021 un homme qui m'a contacté, qui m'a dit: est-ce que des documents secrets émanant du Qatar, prouvant une entreprise de corruption à grande échelle sur le plan planétaire, mais également en France, vous intéressent? Évidemment, je n'allais pas dire non. J'ai reçu un certain nombre de ces documents sur une plateforme cryptée. C'était des documents en arabe, évidemment, émanant du Qatar, qui ont été hackés. J'en connaissais la source, je savais exactement d'où ces documents venaient, qui les avait hackés. Et donc, avec un ami, journaliste d'investigation comme moi, qui s'appelle Thierry Gadot, nous avons commencé à travailler sur ces documents, il y en avait quelques-uns, pour essayer de les authentifier, de les contextualiser. Notre source, qui à nos yeux était vraiment un lanceur d'alerte, puisque parmi ces documents, certains concernaient toute l'entreprise de corruption du Qatar pour acquérir l'organisation du mondial de football qui a lieu en ce moment-là. C'était des documents qui dataient des années 2010. Et donc, on a commencé à travailler et pendant 2 mois, nous n'avons fait que cela, en essayant chaque document de les authentifier. Et quand on a été sûr de leur authentification, nous sommes allés voir Denis Robert, qui est un ami de 20 ans, qui est un journaliste pour lequel j'ai le plus grand respect, qui venait de fonder, quelques mois plus tôt, le site d'information Blast. On est allé voir Denis Robert et on lui a dit: Denis, voilà ce que nous avons. Est-ce que Blast veut diffuser notre enquête? Denis Robert nous a dit oui, et on a commencé à publier pendant plusieurs mois, sans que la presse ne réagisse. Ça n'a été repris par personne. Un lanceur d'alerte un jour me confie que Bernard Borrell, un magistrat en coopération à Djibouti, en 1995, ne s'est pas suicidé, que lui, il sait très bien qu'il a été assassiné, et d'ailleurs, il est prêt à témoigner devant la justice française, qui, évidemment, essayait de faire croire que ce magistrat s'était suicidé. Là, dans l'affaire Borrell, j'ai été tout seul pendant des années, jusqu'à ce que l'assassinat soit reconnu par la justice. Ça ne me gênait pas, mais tout ce qui sort aujourd'hui sur l'achat par le Qatar de la Coupe du Monde de football, nous, on l'a sorti en avril 2021. On a déterminé que un certain nombre de personnalités françaises avaient été remerciées, en tout cas l'émir du Qatar à l'époque avait donné l'ordre de verser tant d'argent à telle personnalité. Nous n'avions pas la preuve que la personnalité en question avait touché le fric. Mais on a expliqué le pourquoi du comment,
la qualité de ce document, en quoi pour nous il était authentique, etc., etc. Nous avons sollicité les personnes visées, on sollicite tout le monde, et au final, le seul qui nous est attaqué a perdu d'ailleurs en première instance et en appel, il a été débouté car, évidemment, on n'est pas tombé de la dernière pluie et on a évité mettre la diffamation, sinon on aurait fait appel à vous. Tout ce travail-là vient d'un lanceur d'alerte qui s'est retrouvé un jour en possession de ces documents et qui a dit il faut vraiment en faire quelque chose. Et on a publié des documents incroyables, mais qui correspondaient vraiment à des faits historiques, des faits avérés. On a consulté des services secrets étrangers qui nous ont confirmé qu'ils connaissaient ce type de documents. C'était des documents officiels du Qatar. Et ce lanceur d'alerte a été fondamental pour nous parce que il a été l'amorce d'une enquête que je qualifie moi d'exceptionnelle. Je n'avais jamais eu dans ma carrière de documents de cette valeur-là et de cette qualité. Vous comprenez, c'était important pour nous, par exemple, de montrer dans un des documents que le Qatar avait financé une campagne électorale de Benjamin Netanyahou en Israël, tout en finançant le Hamas. Le Qatar, c'est aussi lui qui a financé les groupes djihadistes dans le Sahel, ceux qui tirent sur les soldats français dans l'opération Barkhane. Donc tout ça, pour nous, en tant que journalistes, mais également en tant que citoyens, c'était très important de le faire savoir. Apparemment, tout le monde s'en foutait, mais pas le PNF. Nous avons été convoqués avec Denis Robert et Thierry Gadot, et nous sommes allés au parquet national financier, parce que vous savez peut-être qu'il y a une instruction en cours pour des faits de corruption potentiels autour de l'attribution du mondial de football au Qatar, avec possiblement l'intervention d'autorités françaises pour que le Qatar obtienne cette organisation. À ce déjeuner, il y avait le prince héritier du Qatar, qui est aujourd'hui l'émir. Pour le parquet national financier, nos documents sont très intéressants parce qu'ils viennent étayer leur démonstration, entre guillemets, de oui, il y a pacte de corruption et en quoi des autorités françaises, remerciées par le Qatar, ont participé à cette mascarade, parce que franchement, personne jusque-là n'avait pensé un seul instant qu'on pouvait jouer au football dans le désert. Bon, on sait maintenant comment tout ceci s'est passé. On a suffisamment parlé, mais ça, nous, on l'avait sorti bien avant aussi, des conditions de travail des ouvriers étrangers, des migrants qui ont construit les stades éphémères. Donc, tout ceci a été possible parce qu'un lanceur d'alerte, un jour, m'a contacté, il me connaissait, il m'a dit, vous, peut-être, vous pouvez en faire quelque chose. Tout à l'heure, Christelle Maza parlait de l'hôpital. Là aussi, un jour, un médecin, professeur de neurologie de l'hôpital universitaire de Strasbourg, nous contacte. Voilà, il s'était aperçu que les services de radiologie de l'hôpital étaient squattés par des médecins pour leur propre clientèle, au détriment des urgences qui se pointaient à l'hôpital pour une IRM, un scanner et autres. Il a pris le risque de dénoncer ça en public par notre entremise. L'hôpital l'a viré. Il s'appelle Christian Maresco. C'est un type extraordinaire de courage. Il a pris ce risque en conscience parce qu'un jour, une jeune femme
a attendu 48 heures pour avoir un scanner alors qu'elle faisait un AVC et aujourd'hui elle est paralysée de tout le côté gauche à 25 ans. Et il s'était aperçu, en menant son enquête interne, que c'était des collègues à lui qui avaient utilisé ces appareils pour leur propre intérêt, pour leur propre clientèle privée, dans un hôpital public. Et ça, pour lui, c'était inacceptable. Il a subi les foudres de tous ses collègues qui ont tout fait pour que la direction de l'hôpital lui demande de partir. C'est ce qu'il a fait pour préserver sa santé mentale, parce que, vous le savez bien, les lanceurs d'alerte subissent un effet boomerang terrible, d'une violence extraordinaire. Je me souviens très bien, je crois que Jean-Claude doit le savoir, mais quelque chose m'avait frappé quand j'avais enquêté sur les suicides à Orange France Télécom, et j'ai été le prête-plume de Vincent Talaoui pour raconter son histoire dans un livre aux éditions Flammarion. Ce qui m'avait frappé, c'est que les gens qui tombaient parce que psychologiquement, ils ne pouvaient plus tenir le coup tellement ils en prenaient dans la figure, quoi. C'était terrible pour eux. Des gens qu'on essayait de faire partir de l'entreprise, on les appelait les porteurs de signaux faibles. Et les médecins du travail, qui étaient des médecins internes à l'entreprise Orange France Télécom, étaient chargés de faire remonter ces informations-là et donc, quelque part, de jouer les délateurs. Et quelques rares médecins ont refusé au final, ont démissionné avec pertes et fracas, mais la plupart de ces médecins faisaient, sans vergogne, remonter les informations. L'intérêt pour l'entreprise, c'était de savoir qui était suffisamment atteint pour le faire définitivement partir. Je savais, moi, que le plan social déguisé d'Orange France Télécom avait marché, puisqu'à l'origine, dans le plan Next, ils voulaient faire partir 22 000 personnes en 3 ans, et apparemment, Jean-Claude, vous pouvez me le confirmer, ils en ont fait partir 45 000, c'est ça, hein. Voilà. Donc, ça a très très bien marché, au détriment, évidemment, de tous les gens qui ont choisi de mourir, et puis tous les gens qui sont malades, qui l'étaient déjà à l'époque, et qui le sont toujours. Là, récemment, j'ai rencontré un ami, un vieux copain que j'avais perdu de vue et avec lequel j'avais travaillé à TF1 il y a une vingtaine d'années, et qui suivait un peu mon travail, et qui me dit « Je note que c'est l'humain qui te guide. Quand j'ai rencontré tous ces lanceurs d'alerte, hommes ou femmes, au courage exceptionnel, ben, j'ai eu un sentiment d'utilité, quoi. Je me suis dit, tu as servi à quelque chose, donc je vais continuer, si on me le permet, parce que je pense que c'est fondamental. Et si certains lanceurs d'alerte continuent de me faire confiance, de me confier leur histoire, je serai toujours là à leur côté.